un jour de juin comme les autres, c'est-à-dire une journée pourrie. Enfin, un peu de lumière, un peu de soleil. Dieu merci, beaucoup d'oiseaux. Mais le ciel et le soleil, eh bien, je suis comme vous, je n'y crois plus. Comment croire à quoi que ce soit d'ailleurs? Et tant mieux, n'est-ce pas? Croire. Croire, c'est toujours mettre un écran entre nous et ce que nous ne voulons pas voir. Et voir alors? Est-ce qu'on peut vraiment voir? Oui, on peut voir avec les yeux, on peut voir des choses, mais c'est l'interprétation qui est problématique. Comprendre. J'ai un ami qui dit croire ou comprendre. Mais comprendre est toujours fonction de la croyance. Oui, des écrans que nous mettons entre les choses qui sont perçues et le degré de compréhension auquel nous pouvons parvenir ou pas en fonction de notre avancement spirituel du moment. Oui, une notion intéressante. Parce que notre évolution spirituelle, notre niveau spirituel plutôt qu'évolution, varie. Des fois, comment dire, il ne varie pas que dans un sens. Parfois, nous nous refermons. Mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de nous structurer. C'est ça aussi. Et pour se structurer, il faut déstructurer le mensonge, ce qui est déstructurant émotionnellement. Vous avez remarqué à quel point nous sommes malmenés en ces temps de fin du mensonge, de révélation, d'apocalypse. Révélation, dévoilement. Mais dévoilement de quoi? Une couche de mensonge s'efface devant une couche de mensonge savamment préparée pour prendre la suite. Alors ils sont tous là à dire « Non, non, pas de sauveur, c'est nous notre propre sauveur ». Et puis ils adultent Trump et Poutine, vous vous rendez compte? Eh bien, justement non, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ses propres attachements, on ne s'en rend jamais compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on baigne dedans, comme le poisson qui demande « Mais qu'est-ce que c'est l'eau ?» Alors une fois de plus, j'aimerais vous redire ceci qui me semble quand même une clé intéressante. Nous n'aurons pas de réponse vue d'ici. Ou plutôt notre mental va nous concocter une infinité de réponses que nous pourrons opposer aux autres qui ont d'autres réponses ou qui n'en ont pas. On essaiera de leur rentrer nos réponses dans la tête. Parfois même, ils ne demandent que ça. Alors dis-moi, mais alors, qu'est-ce que je dois croire, mais pourquoi? Vous avez remarqué que je ne réponds jamais à ce genre de questions. Surtout quand elles émanent de personnages dont je n'ai jamais vu le nom apparaître avant. Alors ils débarquent comme ça, ils écoutent 10 minutes, et après ils disent « Mais alors dis, mais alors pourquoi, mais alors explique-toi » Chers amis, vous n'avez rien compris. Et vous n'avez pas non plus de temps à accorder à votre propre cheminement dans ce cas-là. Vous n'avez pas non plus de temps à m'accorder pour développer un tant soit peu un raisonnement ou un cheminement que vous pourriez ensuite emprunter à votre manière. Non, vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps de conscience à consacrer à la recherche de la vérité, de ce qui est vrai, de ce qui est vrai et ce qui l'est pas, même simplement dans ce monde. La recherche de la vérité, c'est pas forcément un truc extrême, hein. Ça peut commencer par lire la composition des produits que vous achetez au supermarché. Bah, moi, j'ai commencé par là. Mais oui, mais ça ouvre des portes, ça aussi. Enfin, j'ai commencé. Je le faisais. Et on tombe assez vite sur des trucs. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est épice? Pourquoi un coup, il y a... C'est au singulier, mais ils disent pas quelle épice. Et puis là, on lève un lièvre. Ah ben, épice est un mot légal pour désigner quelque chose qui n'a rien d'une épice, mais qui est un additif plus ou moins dangereux, suivant ce que ça recouvre. Voilà, c'est pour ne pas dire. Dire pour ne pas dire. C'est de l'entourloupe, c'est de l'arnaque. C'est de l'enculerie, si vous préférez.
Alors bien sûr, notre niveau spirituel du moment ne nous permet pas, pas toujours en tout cas, de lire la composition des aliments que nous achetons, en tout petit caractère. D'abord parce qu'on a envie de prendre ça, donc on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. Ensuite parce que souvent la presbytie nous en empêche. Enfin, si on veut vraiment, hein, on y arrivera. Ah non, il n'est plus à la mode comment dire, il n'est plus... il y a une tournure comme ça. Je la trouve pas, tant pis. Mais c'est plus à la mode de prendre une loupe. Non, non, on prend son portable. Ah bah oui, il faut utiliser de l'énergie, des cristaux liquides et sniquer les yeux sur des mini lasers pour utiliser un truc hautement technologique qui est une caméra en temps réel qui agrandit. Ouais, c'est-à-dire qu'on filme et on agrandit. Ouais, parce qu'une loupe, c'est has-been. Enfin bref, on peut quand même lire. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de ne pas vouloir savoir. Et quand on ne veut pas savoir ce que contiennent les aliments, c'est beaucoup dire, hein, les produits manufacturés que nous nous apprêtons à ingurgiter et à faire ingurgiter à notre famille, et ça c'est plus grave, quand nous ne voulons pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est exactement la même, le même procédé que quand on ne veut pas voir le ciel, quand on ne veut pas voir ce qu'il y a sous nos pieds, suivez mon regard, ouais, à quelques dizaines de mètres, à quelques centaines de mètres. Que ça existe ou pas, d'une façon imagée ou pas, il y a des choses sous la surface dont les effets se font sentir constamment. Oui, sous forme de séismes émotionnels, par exemple. De quoi je parle? Mais de tout, chers amis, de tout. Tous les effets de toutes ces choses que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas savoir. Il y a des gens qui s'intéressent encore à la politique. Si, je vous jure, il y en a même qui vont voter. Et qui se battent pour qu'on vote. Oui, ils s'intéressent à la politique, ils analysent la géopolitique. Je vous jure, il y en a qui le font. Oui, ils n'ont rien compris. Ils se situent toujours au niveau du plateau de jeu. Oh, regarde, il a fait ça, puis Poutine a dit ça. Et regarde, maintenant ça va changer, ça va changer. Et puis Mélenchon a un très bon programme cette année. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça il y a 10 ans. Non, il y a 15 ans. Non, je sais plus. Marrant. C'est cyclique. C'est rassurant. On va aller voter? Ah oui, on n'est pas content. Hein. Non, mais il n'y a personne qui me représente. Mais quand même, c'est important. Ben oui, c'est important de donner ton consentement à tous ces messieurs. Enfin, ces messieurs dames, on ne sait pas bien quoi. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont dans le pantalon, mais on sait ce qu'ils en font. Ben oui, garde tes gosses si t'en as un. Ah, tu veux pas savoir ça non plus? C'est dommage. C'est affreux. Ce sont les parents de jeunes enfants qui veulent le moins entendre parler des choses qui menacent leur progéniture. Il y a une espèce de panique qui les gagne dans leurs yeux, quelque chose qui dit « Non, va pas sur ce terrain, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça ». Alors que j'ai pas articulé le premier mot du début d'une phrase de quelque chose qui s'approcherait de quelque chose qui les angoisse. Hein. Je ne parle jamais aux jeunes parents de ce genre de choses. Ah non, la panique est sous-jacente, constamment. En fait, les jeunes parents, avec leurs jeunes enfants et leur jolie petite famille toute neuve, vous n'avez pas remarqué? Non seulement leur bonheur est fragile, mais leur tranquillité n'est que façade. Ne dis pas un seul mot qui risque de déclencher leur panique, parce que leur panique est juste sous la surface. Mais oui, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es bien élevé. Alors tu ne les emmènes pas sur ce terrain. Tu ne parles pas... Bref, tu parles de rien. Parfois, tu leur dis, oui, il faut pas trop les vacciner trop tôt, pas trop souvent. Il faudrait quand même, les amis, essayer quand même de protéger vos enfants. Alors, vous entendez bien si ça répond, si ça répond pas. Mais si déjà ça, c'est problématique, alors tout le reste suivra. Quand les parents eux-mêmes empoisonnent leurs enfants, quand ils vont les jeter eux-mêmes dans la gueule du loup, quand ils les mettent eux-mêmes devant ces programmes télévisés hautement engrammés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Franchement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre acte, porter une parole claire. Mais tu vas pas réveiller qui que ce soit. Non, mais je vais jamais réveiller qui que ce soit. Je n'ai jamais eu l'intention de réveiller qui que ce soit. Dormez, je le veux. Enfin, moi, je le veux pas, je m'en fous.
Dormez ceux qui dorment. Ne me faites pas chier si c'est possible. Je sais que c'est pas possible, je dis juste ça, ça me soulage. Ça me soulage la vésicule. Parfaitement, parfaitement. Et le foie aussi. Et le foie, et la rate, tout. Non, je ne vais pas réveiller qui que ce soit. Encore une fois, ce qui est juste, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est juste. Si de dire la vérité c'est juste, alors il faut dire la vérité. Pas parce que quelqu'un va l'entendre, pas parce que quelqu'un doit se réveiller, pas pour faire cesser l'injustice, mais pas du tout. C'est là souvent que des gens un peu primaires bloquent. Ben alors pourquoi tu le fais? Ben je comprends pas. Mais non, tu comprends pas. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas vocation à t'expliquer quoi que ce soit. Je m'attache. Je m'attache, ouais, c'est ça. Je m'applique à essayer de me souvenir de proférer la parole juste. C'est-à-dire parler quand c'est nécessaire, me taire quand ça ne l'est pas, et je ne dis pas que j'y arrive. Alors là, certainement pas. J'essaie juste de me souvenir. Et de dire ce qui doit être dit, même si c'est compliqué ou que ça nous cause un inconfort. Bon, écoute, il faut qu'on parle. Voilà, généralement quand ça commence comme ça, c'est qu'on a quelques griefs, il va falloir remettre sur la table des choses que l'autre a essayé d'esquiver, et nous-mêmes aussi. Mais la parole juste, c'est ça aussi. C'est dire ce qui est pour que les situations ne s'enveniment pas dans un silence gluant. Alors c'est pas confortable, c'est pas pour changer l'autre. Si je change quelqu'un, au mieux c'est moi-même. Donc de dire les choses telles qu'elles sont, ça me réaligne. Et vous avez très bien remarqué, chers amis, au moins une très grande partie d'entre vous, ça vous réaligne aussi. Alors quand je dis une vérité que je vois comme une vérité et que vous recevez aussi comme une vérité parce que vous l'avez vue, alors ça nous réaligne tous. Et miracle des miracles, parfois un petit mot, une petite ligne, une petite lettre même, pour me remercier d'avoir énoncé une vérité si claire. Et ce faisant, miracle des miracles, c'est là que je voulais en venir, vous-même, vous redéfinissez votre propre vérité. Et c'est un cadeau qui m'est fait. Puisque moi, j'apporte une parole, souvent renouvelée, quand j'en reçois une de vous, mesurée, ciselée, taillée comme un diamant et aussi brillante. Alors voilà qui apporte de la clarté dans ma vie à moi aussi. Voilà qui me réaligne, une fois de plus et encore davantage, et me fait briller. Alors quand on fait ce qui est juste, quelqu'un d'autre se révèle avec nous, quelqu'un ou plusieurs autres. C'est un cadeau que nous nous faisons mutuellement, un cadeau totalement gratuit dont nous ne savons même pas s'il sera reçu. Mais ma grand-mère avait écrit ceci sur un papier, peut-être qu'elle l'avait encadré, je ne sais plus. Un bienfait n'est jamais perdu. Je crois qu'elle avait tiré ça des psaumes. Oui, elle était un peu pieuse sur les bords, une pieuse dame juive. Bon, sans commentaire. Mais il y avait quelques trucs qu'elle disait qui étaient bien. Et ça l'avait marqué. Un bienfait n'est jamais perdu. Non. Un bienfait n'est jamais perdu. Même un bienfait qu'on se fait à soi-même. Mais si nous nous souvenons que le meilleur de nous-mêmes n'est pas lié à l'ego et n'est pas séparé, alors quel cadeau nous nous faisons à tous, avec amour et joie, et contentement aussi, et fierté, pourquoi pas. Oui, comme un petit enfant qui a fait quelque chose de joli, un beau dessin, ou qui a chanté une belle chanson, qui vient offrir un bouquet de fleurs des champs à sa maman, tout fier et tout heureux, tout brillant. Eh bien, soyons ces petits enfants, les uns pour les autres, puisque nous sommes tous de petits garçons et de petites filles immatures et terrifiés, et dans l'incompréhension des tenants et aboutissants de notre vie. Oui, une partie de nous est comme ça. Même toi qui as tout compris, je t'assure. Tu ne gardes pas toujours ton sang-froid, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le petit garçon ou la petite fille qui se fait jour, qui te rappelle à l'ordre.
Alors non, nous n'aurons pas les réponses, mais nous pouvons nous souvenir par moments de nous rappeler à la joie, de nous rappeler au pur bonheur d'un geste gratuit, d'un petit geste d'amour tout simple, d'un sourire offert à autrui. Oui, il paraît que David Icke, le prince des reptiliens, oui, dans les deux sens du terme, oui. Il dit non mais faut être gentil avec les personnages non joueurs, avec les portails organiques. Faut pas les prendre de front, c'est pas la peine de les affronter ou de les blesser. On leur fait un sourire, on dit bonjour, au revoir et tout se passe bien. C'est ça aussi la spiritualité. C'est ça aussi l'amour. L'amour en action, pas l'amour, le sentiment débordant de joie, mais là où nous voulons placer l'amour dans notre vie. Un acte de bienveillance envers autrui, même s'il ne le mérite pas. Car qui sommes-nous pour juger de la grâce qui sera octroyée à l'un ou à l'autre? Qui sommes-nous? C'est ça, précisément, qui sommes-nous? Qui suis-je? Et d'où est-ce que je viens? Vraisemblablement pas du même endroit que toi. Endroit. Un endroit physique, un endroit, un envers. Des choses cachées, un double. Un univers Janus. Et dans Janus, rappelons-nous, il y a Anus, un trou noir, d'où s'échappent des choses. Parfois il en rentre aussi, mais c'est moins recommandé. Un univers gémellaire. Un double invisible, comme en toute chose, le monde visible, le monde non visible. Non visible aux yeux des gens ordinaires, parce qu'il y a des gens qui le voient très bien, enfin qui en voient certaines de ces strates. C'est pas très confortable entre nous. Mais d'où venons-nous, les uns et les autres? D'où? De quelle strate, de quelle couche, de quelle sphère? Pas boule, hein, forcément. Sphère, les hautes sphères. C'est problématique tout ça. Hein. Le mental veut à toute force des images mentales auxquelles se raccrocher. C'est ça aussi la malédiction du mental et notre éducation exclusivement visuelle, intellectuelle, mentale. Ça nous bloque. Il y a des images intérieures qui ne sont pas forcément mentales, qui sont un mélange entre l'émotionnel, les sensations motrices, auditives, gustatives, mais pas vraiment le goût, comme le goût de la framboise ou de la banane ou du poulet rôti, mais plutôt des sensations gustatives non directement liées au goût, des sensations à mi-chemin entre le goût et les sensations corporelles. Oui, il y a des ponts. Il y a des sens qui sont à mi-chemin entre les sens qu'on connaît, et même ailleurs et au-delà. Un sens tactile qui n'est pas directement lié à la peau ou au toucher, mais plutôt au toucher subtil. Ben oui, mais ceux qui n'ont jamais expérimenté ça, ça va être un petit peu difficile de l'appréhender comme ça immédiatement quand j'en parle. Mais on peut s'exercer à faire des ponts entre nos différentes sensations et à donner un petit peu plus de place à ces sensations qui ne sont pas inexistantes, mais qui ne sont pas vraiment dans le corps. Une pensée n'est pas une sensation, n'est-ce pas? Une vision intérieure n'est pas une vision, ni une pensée, ni une sensation. Mais nous pouvons établir quelques correspondances en nous-mêmes. En fait, nous le faisons tout le temps à notre insu. Mais comme dans notre monde, on ne privilégie que les sensations grossières, c'est-à-dire liées au corps, dense, ou à la pensée purement intellectuelle, tout un pan de nous-mêmes nous manque constamment. J'allais dire de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent le fait que même s'ils ne sont pas eux-mêmes tout à fait capables d'explorer, de maîtriser
toutes ces disciplines intérieures entre le corps et l'âme, ils écoutent volontiers d'autres personnes leur décrire comment ils le font. Des personnes sincères, bien sûr, pas des personnes qui ont quelque chose à leur vendre. J'allais dire pas forcément des enseignants spirituels ou des youtubeurs, peut-être des gens dans leur entourage, même des enfants. Parce qu'à force de brider les enfants dans le récit de leurs expériences intérieures, leur perception des couleurs, leur monde poétique, tout ça, à force de les brider, c'est-à-dire nous aussi, à force de nous brider, à force d'avoir été bridés, nous avons perdu nos capacités, nous ne les avons pas exercées. Comme si on s'était allongé un jour dans un lit et qu'on avait laissé le corps comme ça un peu à l'abandon avec des tuyaux un peu partout, et puis après on se dit non mais j'ai pas de sensation corporelle, j'ai pas de muscles, j'ai pas, mais c'est normal en fait, c'est normal de ne pas en avoir. Et quelqu'un qui aurait des sensations et qui pourrait se lever et accomplir tout un tas de choses, on dirait non mais lui il est pas normal, il est pas normal, il fait des trucs bizarres. Alors d'avoir perdu autant de nos capacités devrait nous poser question. Or c'est tout le contraire. Oui, parce que nous sommes dans le monde de l'inversion. Et cette inversion est en train de tout gagner, tous les derniers recoins. C'est comme un processus, comme ça, comme des bactéries qui bouffent tout. Une fois que les bactéries ont tout bouffé, il n'y a plus rien à bouffer, donc peut-être qu'on repart à zéro. C'est ça la remise à zéro. Est-elle continue, permanente, ou exponentielle, brutale, et je pense les deux à la fois. Comme tout, comme toujours, les deux à la fois. Notre mental, une fois de plus, va avoir du mal à saisir la véritable nature de la réalité. Alors s'il vous plaît, tâchons un peu plus souvent de nous mettre l'esprit en repos avec ce fameux mental qui demande des réponses, qui n'écoute jamais les questions et leur profonde sagesse, qui n'en pose que pour avoir la réponse afin de poser la question suivante, des questions sans sagesse. Une façon de poser des questions sans aucune profondeur, sans aucune réflexion, sans aucune intériorité. Alors s'il vous plaît, à quoi sert de poser une question si on n'en comprend même pas soi-même la portée? Aucune réponse ne nous répondra, aucune réponse ne nous satisfera jamais. Parce que celui qui pose la question n'est même pas vraiment à l'intérieur. Alors le véritable miracle, c'est que quand on pose les questions sans trop d'urgence d'avoir la réponse, nous ouvrons un temps à l'intérieur de nous. Un temps où l'angoisse urgente s'arrête, tout du moins s'estompe. Un espace-temps à l'intérieur de nous, où nous pouvons nous reposer, confiants et calmes, confiants que les réponses viendront. Mais bien sûr, pas tout de suite, pas encore, pas tout de suite.